C'est une ville qui entre dans l'atmosphère feutrée et électrique de la nuit. La plupart des travailleurs sont rentrés chez eux. Au commissariat de Lille, Xavier Penken, lui, aggrave son gilet pare-balles. Cela fait 11 ans qu'il arpente les pavés du Nord, du crépuscule à l'aube. Le gilet pare-balles, il est indissociable de l'arme. Donc dès qu'on est armé, on a le gilet pare-balles. Merci. Dans l'unité de police secours, ce gardien de la paix fait équipe avec Renaud Mangenot, âgé comme lui de 40 ans. Tous deux ont choisi de ne travailler que la nuit, de 21h à 5h du matin. Ils alternent 4 nuits de patrouille et 2 jours de repos. T'as ton GPS ? Ouais. Selon eux, le travail de nuit est beaucoup plus excitant qu'en journée. En police secours, tout peut tomber. On peut faire du flagrant délit, on peut faire des différends, on peut faire des tapages, des constats de vol-effraction, des feux de véhicules. Il y a plus d'adrénaline dans le travail de nuit ? Ah, il y a plus d'adrénaline, hein. Retournez, vous avez un numéro ? Leur principal terrain d'intervention est surnommé les rues de la soif. Des dizaines de bars en enfilade, où l'alcool coule à flot. En juillet 2012, ici, une fusillade à la Kalachnikov a fait 2 morts et une dizaine de blessés. En début de soirée, les policiers prennent la température auprès des patrons de discothèques. Ça va bien ? Tu vas bien ? Bah ouais, bon, c'est calme. Ouais, ça va. Beaucoup de monde, pas de soucis, ça va tout Il est bien. passé à la folie douce avant ? Ouais, il y a du monde aussi. Ouais. Ah, ça va. Mais au fur et à mesure que l'horloge tourne, la violence urbaine s'empare de la nuit. Il est 2h, les policiers sont appelés pour une agression en pleine rue. Casse-les. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rentrer chez moi et quelqu'un m'a demandé les directions. Et du coup, j'ai approché et il a essayé de prendre mon sac, mais j'avais dans ma main. Et il m'a tiré un petit peu, mais j'ai grippé à mon sac et j'avais mon téléphone à ma main parce que j'avais appelé ma copine en rentrant. Et ils étaient juste derrière, ils m'ont entendu crier et puis ils sont partis. Ils vous ont volé quelque chose? D'accord. Vous êtes Non, blessé? ça va. Non, vous n'êtes pas blessé. Non, j'ai juste... Non, j'ai des bleus, c'est tout. D'accord. On va relever votre identité. Et demain, en journée, il faudra aller déposer plainte pour la tentative de vol. T'inquiète pas, ça va aller. Vous allez la raccompagner? Il y a ma copine qui... Mais on peut te raccompagner si tu veux. On peut te raccompagner chez toi, y a pas de problème. Chaque nuit, les policiers du 17 prennent en charge une dizaine d'agressions comme celle-ci. Grâce au signalement fourni par la jeune femme, ils repèrent très vite l'un des voleurs présumés. Non, ils vont se mettre à picard, de toute façon. T'as le premier qui est là? Les policiers suivent ce jeune jusqu'à ce qu'ils pensent être ses complices. Tous mineurs et pas vraiment effrayés. Et le troisième, il y a un jean, veste de survêtement Adidas comme ça, mais avec que les lignes. Et il était là, il s'est barré dans l'autre sens, son enculé. Eh, on t'a pas dit de partir, tu restes là. Et alors? Tu vas la fermer un petit peu, là, pour faire le cake tous les samedis, tous les jeudis, là, et piquer les téléphones. D'accord? Alors arrête de casser les pieds, maintenant. T'es un gamin, là. C'est bon. Le policier sermonne le jeune garçon, mais il est obligé de le laisser repartir. Vous êtes deux Tant véhicules. qu'ils ne surprennent pas ces adolescents en flagrant délit, ils ne peuvent pas les arrêter. Ils sont mineurs, donc voilà, ils sont pas responsables, entre guillemets. Ça, c'est frustrant. Oui. Après, il y a aussi le fait qu'ils sont plusieurs. Il y en a un qui tire le téléphone. Donc l'auteur, il est reconnu par la victime. Et le truc, c'est que comme ils sont plusieurs, ils se passent les téléphones. Et les 3 quarts du temps, on chope les auteurs, mais on n'a pas le téléphone. Donc c'est beaucoup plus dur à faire tenir un vol quand on n'a pas l'objet volé. Le vol de téléphone portable, c'est un classique des sorties de boîte de nuit. Parfois, les policiers du 17 sont aidés par la technologie. Cette fois, un système de localisation par GPS. Là, en fait, il y a une victime de vol de téléphone qui vient de nous contacter sur Solferino. Elle s'est fait voler un iPhone. Et avec ses codes, on arrive à localiser son téléphone. Il est toujours allumé. Il est en train de se déplacer sur FIV. Donc, on va se rendre sur place. On a envoyé sur les ondes. Les bacs, elles se rapprochent aussi. Pas de temps à perdre, le véhicule de police secours accélère. Après 30 minutes de traque, les policiers arrivent dans cette rue tranquille. L'icône du téléphone vient soudain de s'immobiliser sur l'écran. Par rapport au plan, c'est ici, c'est juste ici, à droite.
Le logiciel de localisation indique que le téléphone se trouve dans cette maison. Et vous pouvez essayer d'aller voir à l'intérieur? Non, Pourquoi? on n'a pas le droit de rentrer chez les gens à partir d'une certaine heure. Il faut des réquisitions après. Donc là, il n'y a rien à faire. Malheureusement, non. Si près du but, les policiers sont obligés de renoncer. Le lendemain, ce sont leurs collègues de jour qui poursuivront l'enquête. Il est 4 heures, l'équipe est appelée à l'aide par le portier de cette boîte de nuit. Ici, on a une petite voleuse à l'intérieur. Ouais. On fait gaffe, elle, qu'elle ne sorte pas. Et donc, en fait, elle a volé le sac de la demoiselle. Et il n'y a plus de pièce d'identité et il n'y a plus de clé de maison. Ouais, et ce Elle a serait tout dans son sac, récupéré. là? Bah, dans son sac, on a regardé, il n'y a rien. même sur elle, mais nous on peut pas la fouiller, on peut pas la... Ok. Ok. Donc elle est là. Bon, bah, il faut nous l'amener, hein. Fais venir une collègue féminine pour une fouille. La victime est choquée. Son sac à main volé, le voici. Il vient d'être retrouvé sur cette jeune femme blonde. La voleuse présumée se laisse fouiller sans résistance. Ouais, donc elle avait dans son sac le sac de la victime caché avec un blouson. Dans le sac, alors la victime a retrouvé carte bleue, des affaires à elle, mais il manque encore un jeu de clés apparemment et une carte d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, mademoiselle? En fait, j'ai trouvé un sac derrière les toilettes, donc je l'ai pris. Et c'est du vol, j'avoue, mais je l'ai pas volé à la personne, je l'ai juste pris. Et là, la fille a reconnu son sac, donc voilà, quoi, elle a voulu le récupérer. Vous l'aviez pris et vous pensiez le ramener chez vous? Bah oui, c'est une opportunité de trouver un sac de nos jours. Elle va en garde à vue ou pas? Bah oui, pas vous parler. Renaud, qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune fille? Garde à vue. Pour vol. Elle était prise la main dans le sac, hein, elle avait tous les objets volés, donc voilà. Donc, hop, affaire conclue, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle risque? Bah, elle va prendre une garde à vue, après c'est le juge qui décide ça. Hein. Le vol, c'est 3 ans de prison, hein. C'est puni jusqu'à 3 ans de prison. 5 heures, l'heure de rentrer au commissariat. Les 2 policiers gagnent 2 000 € net par mois. Leur prime de nuit n'est que de 1 € de l'heure. Pour eux, la ronde nocturne n'est donc pas un choix financier, mais bel et bien une passion. Le soir même, nous retrouvons Xavier chez lui. Il a dormi de 6 h à 13 h et est déjà prêt à repartir. Comme départ au boulot, ma douche j'ai déjà prise, donc c'est fait. Son épouse est militaire de carrière et travaille de jour de 6 h à 18 h. On se voit pas beaucoup, hein, parce qu'elle rentre, c'est le bain du petit, le repas du petit, nous préparer à manger. Une fois qu'on mange, on se pose 20 minutes et après, je vais me préparer, je me mets en tenue pour partir travailler. Au début, c'était un rythme difficile à prendre, le fait qu'il travaille la nuit? Oui, quand même, se sentir seul le soir, faire sa journée de travail, on a besoin un peu de réconfort, comme on dit. Mais après, on s'y fait. Et le petit, il est arrivé, donc après, j'ai mes occupations avec lui, donc ça passe relativement vite. Oui, mon cœur. En plus de son bébé, Even, Xavier a 4 enfants d'un premier mariage. Après sa sieste, il profite de ses après-midi de temps libre pour s'occuper d'eux, pour aller les chercher à l'école, pour cuisiner ou pour faire du sport. À 20 h, le policier met son petit garçon en pyjama. Lui, c'est son uniforme qu'il endosse. Xavier part travailler, Aurélie va dormir seule, parfois un peu inquiète. Ouais. Je me pose toujours des questions, mais après, c'est les aléas de la vie et il faut le prendre comme ça vient. Oui. Ah non, non, bien. Bon courage, prends soin de toi. Ouais. Comme d'hab. Son mari s'est déjà retrouvé dans des situations dangereuses, lors de la fusillade en boîte de nuit en 2012 ou du braquage du casino de Dunkerque 1 an plus tôt. On n'est pas super-héros, hein. On n'est pas Batman ou Fantomas ou Robocop. Hein. On n'est pas encore des robots. L'obscurité décuple les angoisses, exacerbe les tensions dans l'univers de la fête, mais également dans les sphères privées. Les policiers ont le droit de pénétrer à l'intérieur des domiciles lorsque le propriétaire les y invite. Oui, bonsoir, c'est la police, vous nous avez appelé? Notamment sur les affaires de violence conjugale.
Je vous écoute. Mais ça y est. Ouais. Il est 10h30, il parle au téléphone. Toute la journée au téléphone. Quand je rentre, il parle au téléphone. Téléphone parce que c'est gratuit. J'ai dit, madame, il est 10h30, laisse-moi dormir avec mes enfants. Suite à une dispute concernant le téléphone, le mari aurait arraché les fils des appareils. Puis il aurait frappé sa femme avec un rouleau à pâtisserie avant de la mordre. Il n'y a rien qui est cassé. Parce qu'il frappait le gâteau, le rouleau. Il est où? Où est le rouleau? S'il te plaît. Si le gars, il joue avec le rouleau. Mettez-vous là. Attends, j'ai rien perdu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Madame me parle d'un rouleau à pâtisserie. En bois, si vous en servez... Si le gars qui l'a joué... Oui, vous pouvez finir ma phrase. Si le gars qui jouait avec... Écoute, monsieur, je vais pas vous expliquer les choses et la prochaine fois, vous repartez avec les menottes. D'accord, c'est ça que vous voulez. Non, je vais pas vous excuser, mais non, taisez-vous, je vous parle. D'accord, je vous parle. Je vous dis, la prochaine fois, si on vient et que vous êtes servi du rouleau à pâtisserie, c'est considéré comme une arme. Si elle a des violences, vous finirez avec nous. Voilà, vous avez compris? Je vous l'ai dit. Terminé. Elle veut que moi, je fais ça. Je travaille toute la journée. Oui, mais attends, mais ça... Donne-moi la pièce d'identité. Mais je t'ai dit, hein. Si tu frappes dessus, écoute, si tu frappes dessus, tu vas au tôle. Ça, c'est clair. Je connais bien le... C'est soi-disant l'arme du crime. Monsieur il aurait menacé madame avec le rouleau à pâtisserie. Donc je vais le cacher pour la nuit et il ne le trouvera pas. Comme ça on ne reviendra pas. Pousse à bout. J'ai un peu peur de la police. Contre quiconque. Ben, j'ai appelé la police. À quoi vous servez dans ce genre d'intervention? À calmer les esprits? À calmer les esprits, mais là c'est un peu speed parce qu'ils sont tous les deux speed. Donc il faut les calmer tous les deux avant de régler le problème. Non, jamais. Ah, c'est bon, allez là-bas, Jamais. C'est bon. Tout le monde qui passait avant vous. Jamais. Ouais, allez là-bas. C'est bon. Vous dormez où? Ce soir, vous dormez où, vous? Là? Là. Ouais, monsieur, il dort là-bas? Oui. Ok, c'est bon. Là, on va partir, chez chacun dans la chambre, une tisane et au dodo. Et toi, pareil, hein, là-bas. Bon, si ça va pas, c'est pareil, hein. Et il y a plein de femmes qui courent les rues, monsieur. Allez, au revoir. Hein. Merci, hein. Merci beaucoup. Alors, reviens plus, hein, monsieur. Merci. La même chose pour les femmes. Les femmes, elles n'ont pas le droit de taper les hommes. D'accord? Sachez-le. Non, jamais. Ouais. Non, jamais, c'est mon père. Oui. On a nos différents familiaux, on va dire, habituels. Des familles où on va toutes les nuits, pratiquement. Ça, c'est des gens qui ne savent pas s'entendre, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et bon, ils sont trop alcoolisés ou alors ils sont trop bêtes des fois. Et puis ils veulent pas, ou alors ils veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Ils aiment bien voir la police tous les jours chez eux. Et il n'y a pas un découragement quand vous allez... Bah si, ça nous dégoûte. Des fois, ça nous fait rire un peu aussi parce que bon, il faut voir. Des fois, on a certains clients, c'est terrible quoi. Quand on arrive, ça nous fait bien rire quoi. Certains secteurs. On a quitté le central après intersection. Petite visite? On a un copain. L'ambiance est parfois burlesque, mais parfois dramatique. 3/4 des accidents et des décès de policiers surviennent sur des interventions pour violences conjugales. Les policiers viennent cette fois d'être appelés par une femme dont le mari possède une arme à feu. Cette épouse affolée vient à leur rencontre dans la rue pour leur remettre ce pistolet. Oui, dedans. Voilà, il y en a d'autres? Non, mais il y a une machette là. Une machette? Une machette, je sais pas. Mais il y a mon gamin de 4 ans à l'intérieur. Mais il est alcoolisé. Il a bu une bouteille de whisky depuis hier soir. Il est dans la maison. Les policiers ignorent si l'homme possède ou non un port d'armes. Ils attendent une deuxième équipe de renfort. C'est la première fois que ça arrive? Non. Non? Bah, à un moment, faut une solution. Hein. Lorsque les policiers entrent dans l'appartement, le mari a disparu. Il s'est enfui par la porte-fenêtre. Les policiers dénichent en revanche son hachoir. C'est bon, je l'ai. Elle est là. C'est la machette qui traînait dans la cuisine. C'est une feuille de boucher. Voilà. Et là, dans ces cas-là, vous allez l'emporter? Non, il n'y a pas une menace avec. Hein. C'était juste posé. C'est pour nous mettre en sécurité si l'individu était encore là. C'est tout. On a affaire à des ustensiles de cuisine. Donc bon, ça, je dirais, c'est normal. Mais on a affaire aussi à des gens qui peuvent avoir des poignards de chasse comme ceci, quoi. Donc bon... Donc là, il faut une solution pour dans l'immédiat, ce soir. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ici, si vous voulez pas rester ici, essayez de voir avec des proches. Pour la nuit. Hein, passer une bonne nuit déjà dans un endroit. Vous n'avez pas un frère, une sœur? Des parents? Non. Des amis? Il n'y a pas des amis dans la résidence où vous pouvez changer? Eh ben voilà.
Faites-le pour votre gamin déjà. Hein? Il reste pas là ce soir. Il va me tuer. Mais non, Mais non. Bah, c'est pour ça qu'il faut déposer plainte. Soudain, un bruit retentit dans la salle à manger. Le mari vient de faire à nouveau irruption dans l'appartement par la porte-fenêtre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? T'as un problème ou quoi avec moi? Je parle à ma femme, je parle pas avec toi, moi. Pardon, monsieur? Je parle à ma femme. Viens ici, viens. Non, je l'aime pas. Vas-y, viens. Non, si vous parlez comme ça va pas se passer comme ça. Mais je parle pas avec toi, je te dis. Le mec qui se bat en courant! Avec l'aide de la brigade canine, les policiers cherchent l'époux en fuite, mais pas évident dans la nuit noire. Les bruits de feuillage, ils viennent de les refaire encore, c'est sûr. Il est où là ou de l'autre? Finalement, après 20 minutes de traque, l'homme est retrouvé et menotté. Ça vous inquiète, monsieur, qu'elle ait porté plainte, votre conjointe? Non, mais c'est sûr. C'est qu'elle-même. Vous vous disputez souvent comme ça? Non. Un petit conflit, rien de grave, je pense. Parce qu'elle disait que vous l'aviez frappé. Ah ouais? Vous l'avez pas frappé? Si, je lui ai mis une baffe. Si, exactement, je lui ai mis une baffe. L'épouse a l'intention de déposer plainte le lendemain. Son mari est emmené en garde à vue. Quelques minutes plus tard, le 17 est appelé par une autre femme. Son ex-compagnon, un militaire de carrière, ne supporte pas leur rupture et viendrait régulièrement la harceler à son domicile. Il annonce qu'il va revenir, qu'il est armé de son arme de service, c'est un militaire de carrière, qui va en découdre avec tout le monde. On peut pas dire qu'on n'a pas peur. On a un individu, Susceptible d'être armé. il déclare à son ex-concubine qu'il est armé et qu'il a l'intention de faire un carnage. Donc là, si on part sans la peur, on est dangereux. Pour nous et pour les autres. Attends. Je lui ai donné ma parole. Ouais. Donc vous faites pas le con. Je viens le voir tout seul. Les policiers rejoignent cette équipe de la BAC qui vient de repérer le militaire sur le toit d'un garage. Le commandant s'avance seul pour tenter de le raisonner. Te montre pas. Les autres se tiennent en embuscade. Ils sont sur le toit du garage. Toit des garages. Recule, il faut pas qu'il vous voie. Reculez, il faut pas qu'il vous voie. Là, il touche à sa main. Il y a quoi là? Il va nous voir. Il est sorti quoi? C'est téléphone. Alors, en face, il n'y a pas d'arme à la ceinture en face. Parce qu'elle... Mais qu'est-ce qu'il cherche sur moi? Je chie à la gueule, moi. Acceptez que je vous parle. Non, il n'y a pas de monsieur qui tient. Monsieur, laissez-moi. C'est quoi son plan? Non. Je vais la voir, point. Le problème, il y a entre moi et il y a quoi le problème? J'ai rien. Je vais venir vous parler parce que pour vous dire quelque chose. On va discuter. C'est quoi le problème? Non, on va discuter. La discussion, c'est avec la voix. C'est pas un contact. C'est pas. Je donne mon pétard. Mais je m'en fous de votre pétard. Je vous défends. Je vous chie à la gueule. Arrêtez, vous m'approchez pas. C'est tout. Bon, vous avez peur de moi? Non, vous me prenez pour un débile. Mais non, je me prends pour. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est pas tous les jours qu'on vit ça. Il passe de l'autre côté. L'homme a sauté et se dirige vers l'appartement de son ex-compagne. Les policiers ne savent toujours pas s'il est armé. Ils décident donc de donner l'assaut. Saute dessus, commandant. Gaz-le, Xav. Ouais. Regardez ça. Au sol. Au sol. Au sol. Au sol. Je l'ai. On va vous soigner, monsieur. Cela ferait plusieurs fois que l'homme frapperait son ex-compagne qui a déjà déposé plainte. Écoute-moi, s'il te plaît. Ouais, je suis là. Mais je peux pas. Pourquoi tu m'as menti? On a les mêmes procédures. Quand tu dois les investir, tu les fais. Lève-toi, je t'aide. Allez, écoute-moi, monte. Je veux voir le commandant. Écoute, mais le commandant vient avec toi. Non, avant de partir. Cool, on monte tranquillement. S'il te plaît. Monte, s'il te plaît. Monte. S'il te plaît. Monte, s'il te plaît, on discute à l'intérieur. Arrête de faire le méchant, toi, putain. T'as pas de couilles ou quoi? T'as du décontaminant? Ouais, t'as un Ah bah, je vois plus rien. J'ai pas. Putain. Ça, c'est bon, ça. Ah, on l'a eu, c'est bon. C'était mouvementé? Ah, super chaud.
Super chaud. Bien avec Xava, bien. Nickel. Viens avec moi. Non, il s'est fait du mal à lui. Ouais, mais il a pas été menaçant, madame? Non. Non. À lui. Il s'est fait du mal à lui. Il a changé de comportement maintenant. Avant, c'était contre moi, maintenant, c'est contre lui. D'accord. Ce soir, c'était sur lui. Oui, demain, ce sera comment? Je ne le voyais plus ces derniers temps. Et parce qu'il n'était pas bien, j'ai accepté de le revoir. Je voulais me le revoir depuis le dépôt de plainte. D'accord. Et il n'était pas bien. J'ai accepté. C'est bête, mais j'ai accepté. On y va, Xav? L'homme est emmené aux urgences psychiatriques. On va à la voiture? Chaque nuit, les agents de police secours interviennent sur une dizaine d'affaires de violences conjugales. Il m'a dit qu'il y a eu au moins 15 coups de feu. 15 coups de feu? Sur son véhicule, il y a 3 impacts. Moi, j'ai eu 3 impacts. Une qui est rentrée là et on l'a. Et c'est là, on la voit, elle sort dans le pas. Elle longe comme ça, il y a bien ce loger là. Il n'est pas ressorti. Non, regardez quand vous rentrez, regardez pas à l'intérieur. Ah là là, putain. Mais vous vous rendez compte que vous l'avez échappé belle tous? J'ai mal à la tête, je sais pas. Je sens des trucs bizarres, je vous dis la vérité. Normal, c'est normal. Vous avez de la chance, hein. C'est le contre-coup. Alors qu'il traversait une cité en voiture, cet homme s'est retrouvé au cœur d'une fusillade. J'ai peur et tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants et tout. Et voilà, j'ai rien fait du mal, moi, pour qu'il m'arrive des trucs comme ça. J'ai envie juste de ne pas rester maintenant ici à Marseille, c'est tout. Je vous dis la vérité. Là, je vais déménager, là, je vais pas rester ici. Hein. À 5 dans une voiture, qui n'est pas une balle qui en touche un, c'est la roulette russe, là. Il dit que ça a tiré 15 fois. Donc 15 fois avec une arme de poing, c'est tout un chargeur, quoi. Mais et pour vous, ça a fait ta ou tac, 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 tac. Un taux d'homicide 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Marseille est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus dangereuses de France. La nuit, la commissaire générale Béatrice Fontaine, 55 ans, 37 ans de service, commande 400 policiers sur le terrain. On va faire une opération avec la CSI sur la cité La Bricarde. Merde, on en a loupé. Règlement de compte, trafic de stupéfiants. Là, on a les guetteurs, attention. Et violence conjugale. Tu m'as donné quelques beaux visages, mais c'est tout. C'est normal, je vais le mériter peut-être. Oh, mais quand même, personne ne mérite des coups au visage, enfin quand même, aucune femme qui doit accepter ça. Accompagné de sa garde rapprochée, les 9 policiers du SND, le service de nuit départemental, la commissaire Fontaine intervient sur toutes les affaires délicates. Là, ça veut dire que si un fouille un couteau, il me plante et moi je me défends pas. Il me regarde, il me parle. On voit pas, je vais la pute. Pour un policier qui aime l'action, Marseille, c'est un formidable terrain de jeu. À travers elle, c'est un panorama de la délinquance marseillaise qui s'offre à nous. Tout droit. Tout droit ? Tout droit. Sur l'affaire de la voiture criblée de balles, la commissaire emmène la victime sur les lieux. Elle veut savoir exactement d'où ont été tirés les coups de feu. Donc on est bon jusque-là, monsieur ? Oui. Là, vous reconnaissez? Là, oui, je me souviens, je pense que j'ai pris la droite, là. Oui. C'est ça. Direction la Savine, une cité sensible des quartiers nord de Marseille. Un important point de vente de cannabis et cocaïne. Après, normalement, on va arriver à un virage sur la gauche. On se rapproche du plan stup, hein, là, carrément. L'homme est venu dans ce quartier peu avant 18h pour récupérer son beau-frère et 3 de ses copains qui sortaient d'une fête d'anniversaire. La commissaire pense qu'ils ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre dealers. Ici, ils ont commencé à tirer. Là où il y a la porte, là. En fait, il y a des gradins derrière ce muret. Il y avait un, il a sorti sa tête. Arrête. Et après, j'ai entendu, sur arrête, il a tiré. J'ai entendu le tir, j'ai accéléré. Merci monsieur, on vous amène au commissariat du 15e. Je vous laisse avec des collègues. Ça va.
La guerre de territoire qui sévit actuellement à Marseille a fait 21 morts ces 6 derniers mois. Donc au niveau des douilles, on est là-bas. Parce que là, ça correspond vraiment au tir sur la voiture. On a trouvé 2 étuis de calage. Ah, du 762. Des étuis... Attends. Cartouches percutées, du 762. Il y en a 2, on est en train de chercher s'il y a pas autre chose. Du 762, un calibre de fusil d'assaut. En plus des douilles, des bouteilles de soda, un sachet de cannabis sont envoyés à la police scientifique pour analyse. Ah merde. Ah mais quand même, attends. Mais surtout, ils retrouvent des traces de sang. Et on a bien regardé dans le Citystad, il n'y a pas le reste des traces de sang. Encore, j'ai fait tout le tour. Sur le terrain, la commissaire fait le lien avec le procureur de la République. Allô ? Oui, c'est encore le commissaire Fontaine à l'appareil du SND. Oui, je suis désolée. Rebondissement dans l'affaire de la Savine. On a 3 traces de sang, 3 taches, on va dire de 4 cm de diamètre. C'est récent, hein, c'est frais, c'est du sang rouge. Est-ce le sang d'une victime ou celui des auteurs des coups de feu qui auraient pu se blesser en tirant? Est-ce qu'on peut rappeler quand même les urgences de Nord pour leur demander s'ils n'ont toujours pas de blessés qui peut être compatible avec même une éraflure par arme à feu, quoi. Parce qu'on a quand même un blessé, hein. La semaine précédente, un homme de 24 ans blessé par balle dans cette même cité est décédé à l'hôpital. Donc bon, on sait qu'il y a des rivalités entre plusieurs groupes. Ça s'inscrit peut-être là-dedans, comme dans beaucoup de cités marseillaises. Confié à la police judiciaire, l'enquête pour retrouver les auteurs des coups de feu est toujours en cours. En quelques mois, cette flambée de violence a changé le visage du trafic de drogue à Marseille. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Chaque nuit, on va descendre, Béatrice Fontaine et ses hommes mènent des opérations sur différents points de deal dans l'espoir de désorganiser le trafic. Les policiers de la BAC viennent d'arrêter 2 guetteurs. Ouais. Monsieur, c'est quoi cet argent? C'est en moi. Je sais, je me dis. Il sort d'où? Tiens. Hein? Tu as un papier qui justifie que tu as autant d'argent sur toi? Là, et là, regardez, vous avez même les récipients dans lesquels ils vendent les morceaux de shit, là. Les guetteurs ont bien fait leur travail. Les trafiquants ont eu le temps de prendre la fuite en emportant la drogue. Là, derrière, vous en avez plein, là, derrière. Donc là, il y a leur barricade pour nous retarder, en fait. Ah oui, ça, c'est pas vous qui les avez mis. Ah non, on les enlève régulièrement, hein. Donc la frappe à Yoda. Donc vous voyez, 24-24. Donc là, ils annoncent leurs produits. Je pense que c'est des produits à 10, à 50 grammes, 100 grammes. Ils détaillent tout ce qu'ils sont capables de vendre. Alors mâche, je ne sais pas ce que c'est, hein. Et la coque, ils disent la vendre par 5 grammes ou par 10 grammes. Par manque de main-d'œuvre marseillaise, pour faire les guetteurs, les trafiquants embauchent de plus en plus des mineurs en fugue ou des sans-papiers, payés 70 € la journée. Regardez là-bas. Nom de famille, c'est quoi? Celui-ci dit ne pas avoir de papier d'identité sur lui. S ou CH? Désolé. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je ne suis pas physionomiste, je ne reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. C'est lui, il donne une fausse identité. Comme il a déjà été arrêté, Oh non, il ne faut pas mentir, il faut bien la vraie identité, hein. les policiers ont une fiche à son nom. Enfin, à ses noms. Alors, un jour tu t'appelais Bouzid, un jour tu t'appelais Djeloul. T'as la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux. J'ai aucun problème de toute façon. Bah moi non plus, j'ai pas de problème. déjà connu des services de police. Monsieur, parce que je te déjà demande. connu des services de police. Avant, il fallait prendre les empreintes, etc. Là, maintenant, la reconnaissance faciale, c'est top. L'homme, en situation irrégulière, est emmené en garde à vue, tout comme le deuxième guetteur qui, lui, a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Mais je vais mettre les 2 chez moi, dans la voiture. Là. Vous voyez qu'ils instrumentalisent, ils utilisent la misère humaine, hein. Honnêtement, des gens ou des clandestins ou des jeunes qui sont en fugue ou en rupture familiale, c'est vraiment se servir des gens
Et les laisser en pleine nuit comme ça, en plein froid, au risque de se faire arrêter. S'il y a quelqu'un qui vient et qui rafale, ils sont en première ligne. C'est vraiment un manque de respect même pour ceux qu'ils emploient à faire ce genre de boulot. Hein. Souvent, les guetteurs n'ont pas de drogue sur eux et peu d'argent. Devant la justice, ils ne risquent en théorie presque rien. Mais à Marseille, depuis quelques mois, Madame la commissaire et le procureur de la République tentent de les poursuivre pour association de malfaiteurs. Il y a combien? Je sais pas. Vous savez pas? Si on arrive à caractériser qu'ils jouent un rôle dans le trafic, qu'ils tiennent une barricade, qu'ils préviennent les individus de l'arrivée des forces de l'ordre, qu'ils essaient de nous empêcher en lançant des poubelles, etc. Ça fait partie de l'association de malfaiteurs. Après, à nous de le caractériser, hein, mais être un guetteur, c'est pas anodin. On fait partie du trafic. On est membre actif du trafic. Béatrice Fontaine a commencé dans la police à l'âge de 17 ans. D'abord en tant que dactylo en région parisienne, puis gardienne de la paix, inspectrice et enfin commissaire. Regarde-moi pas, je vais te niquer tes morts. Madame, il me regarde, il me parle. Regarde-moi pas, je vais te niquer ta mère la pute. Vous vous calmez, on ne veut plus vous entendre. Et ta mère la pute, c'est quelque chose, c'est des termes que je ne veux pas entendre parler dans un commissariat. C'est grossier, ça ne vous va pas du tout, c'est pas du tout élégant. Ce poste de commissaire de nuit, qu'elle occupe depuis janvier 2021, l'a fait renouer avec cette vie en décalé qu'elle a bien connue au début de sa carrière. Je m'accapare le micro-ondes. Il est minuit 40, au cœur de 11 heures de vacation, petite pause repas. Repas rapide, mais qui permet quand même de se réchauffer un petit peu, parce que là il fait froid, et qui permet de recharger les batteries. Cette célibataire, divorcée, mère d'un garçon de 27 ans, aime cette vie de noctambule, empreinte d'adrénaline. On ne voit pas le temps passer. Souvent, je regarde l'heure et je dis oh, il est déjà 4-5 heures. Ouais, c'est passé à une vitesse, c'est vrai. Hein. Toutes les interventions sont souvent sous tension, délicates, parfois beaucoup sous fond d'alcool, sous fond de crise. Et c'est vrai que c'est assez intense. Et tout le monde ressent cette même atmosphère. Donc c'est vrai que ça crée un lien particulier entre tous les fonctionnaires qui se reconnaissent. En gros, on est des nuiteux. Et les nuiteux entre eux sont nécessairement une bande à part, une équipe à part, et qui connaissent les mêmes difficultés et les mêmes organisations de vie en fait. Salaire d'un commissaire général, entre 5 200 et 5 500 euros bruts mensuels, auxquels s'ajoute la prime de nuit, 80 euros par mois. Mais si on supprimait tout l'alcool, toute la drogue, on aurait une ville hyper calme. Hein. On est parti. À Marseille, les fins de nuit sont souvent pleines de surprises. Parti pour un petit contrôle. Les policiers viennent de croiser une voiture. En un coup d'œil, ils ont repéré la conductrice. Elle leur a paru très jeune. Je fais rien de mal, vous pouvez fouiller la voiture. Eh ben si, mademoiselle, vous conduisez alors que vous avez 17 ans. La conductrice est effectivement mineure. Elle n'a donc pas le permis de conduire et ne portait pas la ceinture de sécurité. On est parti acheter, monsieur, on n'a rien fait de mal. Eh si, mademoiselle, vous conduisez sans permis, c'est quelque chose de mal, ça, déjà. Ouais, mais c'est la première fois que je la prends. Regardez, tellement j'ai Elle pas aurait de temps. emprunté la voiture de sa sœur pour aller acheter du soda à l'alimentation de nuit du quartier. Pardon? C'est pas la première fois, non. Si, c'est la première fois. Non, je vous jure, je vais pas vous mentir quand même. Présentez-moi les papiers du véhicule, quand même. Ah, ma soeur, elle les a. Et vous avez pas une pièce d'identité? Et j'ai même pas mon sac, mais tapez, vous allez trouver mon identité. Je vois que le 6, il est modifié devant et il est modifié derrière, curieusement. Souvent, il modifie un peu la plaque pour pas que ce soit pris dans les radars automatisés. Plaque modifiée, pas de permis, pas de ceinture, pas d'assurance non plus. Et dans la voiture, les policiers retrouvent un morceau de hashish. Quelle famille! Qu'est-ce qu'il y a? La sœur, elle prête la voiture, la cousine, elle donne du shit. Dans le sac de la passagère, mineure elle aussi, les policiers trouvent un cutter. Un outil de bricolage que la jeune fille voit plutôt comme une arme d'autodéfense. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez vous défendre? Ben, c'est un fou, quoi, que je me défends. On sait jamais. Ça veut dire que si un fou, il a un couteau, il me plante et moi, je me défends pas.
avec tous les fous qu'il y a à Marseille. Vous, la police, vous êtes jamais là quand il se passe des trucs de fous. Vous êtes là, je sais pas. On n'est jamais là quand il faut, mais non, par vous contre, êtes là, mais tout un mauvais quand vous moment. sans permis, on est là. Ah, C'est quand con, on vous arrête alors que vous conduisez sans permis, on n'est pas là au bon moment. Qu'est-ce que c'est vrai? Jusqu'au moment où vous aurez quelqu'un de votre famille, un enfant, un grand-parent qui se fait renverser par quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis. Là, vous allez dire que fait la police? Comment se fait-il que la police elle laisse des gens sans permis conduire, n'importe comment? Ouais, quand il y a des accidents sur la route, qu'il y a des gens, ils arrivent à baliser qui des gens, vous n'êtes pas là, les gens ils meurent quand même. Alors on est là tout le temps. On arrête pas. Ouais, quand le mec il est mort, quand c'est fini. Bon allez, on arrête de Ah mais c'est discuter. une blague, On y va? La voiture est immobilisée. La conductrice est emmenée en garde à vue. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est une petite de 17 ans qui n'a pas le permis. La sœur de la jeune fille arrive. Elle non plus ne semble pas impressionnée par l'uniforme. Voilà, donc je vois pas pourquoi vous me racontez cette histoire qui est totalement Non mais je m'en fous, mais moi ma voiture j'en ai besoin, je travaille avec, ma voiture normalement elle a tous les papiers, elle a carte grise. L'assurance je vais me débrouiller avec eux. Demain matin elle va être rassurée monsieur. Oui, C'est demain pas matin, normal qu'ils vous m'enlèvent irez. l'assurance. Mais pour l'instant, J'ai tous les papiers à la maison. Vous allez la chercher Oui, je vais vous avec amener l'assurance l'assurance. jusqu'à maintenant et l'assurance d'après. Au moins vous direz pas que je suis menteuse. Et donc, moi, Pour éviter d'envenimer ce genre de situation, la commissaire alterne entre écoute et fermeté. Non, la clé, si c'est moi qui l'ai, la clé, c'est pas vous qui décidez, madame. À Marseille, Pas du tout. c'est nous la qui l'avons commissaire décidé. doit pratiquer quotidiennement cet art de la désescalade verbale. Bonsoir. Mais certaines situations sont plus difficiles à gérer que d'autres. Notamment quand les personnes sont fortement alcoolisées. Arrêtez la musique. Arrête la musique là. Arrêtez la musique, madame. Une pièce d'identité. Ohé! Vive la France. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà. On va refaire dans l'autre sens. Piècesidentité.com. Une pièce d'identité, madame. On est en train d'écouter du Gilbert Montagnier, d'un coup, voilà, on est good vibe et tout, et d'un coup il y a la police. On n'a rien fait de mal. Vraiment quoi. Pourquoi? Finalement, ils faisaient pas grand-chose, ils étaient assis à une table. Ils entendaient écouter de la musique, il est quand même 3 h du matin, et c'est sous les fenêtres des gens qui ne peuvent plus même pas repartir travailler le matin parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. On est aussi là pour préserver la tranquillité des personnes. Depuis le déconfinement, cette place d'un quartier branché de Marseille est devenue le repère des couche-tard. Les gens qui dorment, madame. Eh ben qu'ils dorment. Et moi je suis debout. On aime. Les riverains de cette place ont monté un collectif contre les nuisances sonores. Vous pouvez quitter les lieux, s'il vous plaît. Pardon, Vous allez recevoir votre verbalisation à la maison. Vous pouvez quitter les lieux. Pour tapage nocturne et ivresse sur la voie publique, les fêtards devront s'acquitter de 2 amendes de 135 € chacune. Pardon madame, vous avez dit tapage nocturne? Vous êtes en infraction. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Vous êtes... consommer, je vais pas consommer. Oui. Vous êtes complètement... Venez voir, prouvez-le. Vous êtes... Vous m'avez vu boire? Est-ce que vous m'avez vu boire? Vous avez menti. Vous êtes complètement ivre. Vous avez menti. L'homme ne décolère pas et se montre de plus en plus menaçant. Laurent, vous avez une GoPro? Il est finalement emmené en garde à vue pour éviter les dérapages des policiers qui pourraient perdre leur sang-froid ou prévenir les accusations de bavure. Désormais, toutes les interventions délicates sont filmées. « 5h30 du matin, la commissaire rentre au poste. Comment ça va? Elle y restera 1h30 de plus. Mais vous êtes bien matinale. Le temps de taper ses rapports d'intervention et de passer le relais à ses collègues. Bonne route alors. Ciao. Béatrice Fontaine ne reviendra au commissariat qu'au coucher du soleil, à 19h. Derrière les lumières du Vieux-Port, Marseille est la grande ville la plus pauvre de France. La commissaire y est régulièrement confrontée au drame de la précarité. Un enfant de 15 ans a été transporté, donc son fils, à la Timone. Et l'incendie maîtrisé à 18h48. Une dame vient de mourir dans l'incendie de son appartement. On se rejoint sur place, ça va. La commissaire C'est bon, on a tout? doit comprendre s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide.
Elle est morte à cause des flammes ou de la fumée? Intoxication. La porte était fermée quand vous rentrez? La porte était fermée, oui. L'appartement, c'est lequel? Au 2e étage. Ah, et comment ça c'est qu'elle est là? Elle est descendue, d'accord, complètement jusqu'ici. Il y a une cage d'escalier ici aussi. Pour tenter de réanimer cette dame de 34 ans d'origine comorienne, les pompiers l'ont descendue au rez-de-chaussée. Mais ils n'ont rien pu faire. Ah oui, ça n'a pas vraiment brûlé, ça s'est consumé, quoi. Ouais. À l'étage, la commissaire découvre les lieux du drame. Un appartement de 70 mètres carrés, insalubre, infesté d'araignées et de cafards. Je vois qu'il n'y a pas de détecteur de fumée déjà. Ouais, il ne semble pas. Ça, par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de détecteur de fumée parce que le propriétaire est obligé d'installer un détecteur de fumée. Les fumées se seraient propagées depuis la cuisine. Plus précisément, depuis ce réchaud artisanal. La bouteille de gaz alimentait le système. Et ensuite, ça devait y avoir de l'eau à l'intérieur qui devait chauffer. Alors, il est possible qu'il n'y ait plus d'eau et qu'à ce moment-là, le système de plastique là, qui était autour ait dégagé de la fumée. Je vois. Ça a l'air d'être ça. Le frère de la victime, prévenu de l'incendie par un voisin, est arrivé sur place avant les pompiers. Auprès de lui, la commissaire veut confirmer son hypothèse. C'est rare qu'on a des gens, et souvent ils Donc, il y avait la fumée partout et c'était le gaz. Il y avait du plastique tout autour de la marmite, là, c'est normal? Oui. Oui. Pour la, quoi dire, la vapeur. Oui, ça part par bain-marie, c'est ça? Voilà, c'est un bain-marie. Voilà. D'accord, et le plastique, voilà. Donc c'est vous qui, quand vous rentrez, vous coupez il n'y a plus de flamme, on est d'accord? Il n'y a pas de flamme? Il n'y a pas de flamme, mais il y avait la fumée et Oui, l'odeur. l'odeur du C'est gaz. vous qui coupez la Tout à bouteille fait. de gaz. Voilà. Par contre, cette espèce de thermostat qui rentre dans le corps après de chauffe, là, il est immobile, hein. C'est-à-dire qu'il est mal serré. Voilà, donc une fuite pour venir d'ici, par exemple, en trop de gaz. Et le gaz et la pâte. Quand l'homme est entré dans l'appartement, Le petit, il était dedans. son neveu dormait dans la chambre, porte fermée. Il était encore conscient. Voilà. Je l'ai amené direct en bas. Tout laisse à penser que c'est accidentel, mais souvent les incendies comme ça avec un L'appartement sera placé sous scellé en attendant la fin de l'enquête. La commissaire doit maintenant s'assurer que l'adolescent qui vivait seul avec sa maman sera bien pris en charge par la famille. J'ai discuté avec l'oncle, il me dit qu'il n'y avait pas de souci pour reprendre. Ils sont plusieurs frères et sœurs ici, hein, donc ils pourront prendre le minot à la sortie de l'hôpital sans souci. Bon. Moi, une fois que j'ai Le fini- père, par contre, il n'a pas les coordonnées Ah non, du le père. père, ils sont mauvais en mauvais termes. Donc ils savent même pas où il est. Ah oui. Ouais. En plus des urgences et des flagrants délits, depuis quelques mois, une nouvelle activité donne un surplus de travail à Béatrice Fontaine. Le ministère de l'Intérieur lui impose de réaliser chaque soir des contrôles inopinés de passe sanitaire dans les restaurants et les bars. Bonsoir. En termes de vaccination, la cité phocéenne fait figure de mauvais élève. Votre passe sanitaire? Vous n'avez pas de passe, hein? Vous n'avez pas de passe sanitaire non plus? Dans cet arrondissement du nord de la ville, moins de 50% des habitants seraient vaccinés. La moyenne nationale est à plus de 80%. Mettez-le en grand. Pas de vaccin non plus pour cet homme qui ne porte pas de masque. Il a bien fait un test Covid, mais il n'est plus valable. C'est 72 heures, non? Maintenant, c'est 24 heures. Hein. Votre voiture, on vous a volé? Celui-ci a un pass sanitaire, mais pas de pièce d'identité pour confirmer que c'est bien le sien. Vraiment pas aucun document d'identité. Et vous pouvez pas vous en faire envoyer sur le téléphone? Oui, voilà. Ah là là. Voilà, mais ça va pas lui faire plaisir que je vais lui dire que... que oui. Je suis au commissariat, regardez les messages qu'elle m'a envoyés, j'ai pas répondu en plus. Et là, je lui dis, elle va me défoncer. S'il te plaît, Malgré la tchatche marseillaise, la commissaire est intransigeante. En France, plus de 200 000 faux passes sanitaires seraient en circulation. La carte grise, Bon, sans moi, rien? j'habite à 5 minutes, je regarde ça, je rentre demain travail. Eh ben, 5 Moi, minutes. je vais massacrer la soirée. En 5 minutes, je vais rentrer ici, bombarder, rebombarder, partout. Mais alors, vous savez quoi? Rentrer sonner à la maison. Vous savez quoi? Il fallait y penser avant. Sans pouvoir justifier de son identité, l'homme sera verbalisé, 135 €.
Il y a le ballon d'or, madame. Il y a le ballon d'or bah alors... Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Vous contrôlez bien les passes sanitaires? Pour le gérant du bar, qui a laissé entrer des clients sans passe sanitaire, l'amende sera bien plus salée. Madame, il y en a qui rentrent, qui sortent. J'en contrôle quelques-uns, mais des fois, j'arrive pas à contrôler. J'ai plus l'âge de me battre. La vérité, c'est fini tout ça. Alors, je fais la réflexion, il ne veut pas en entendre. Comment vous les comptez? Montrez-moi comment vous les contrôlez, les passes. Avec le téléphone. Alors, montrez-moi. Je scanne comme ça. Et j'arrive pas. Monsieur, vous risquez pas de contrôler aucun passe sanitaire? Vous n'avez pas la bonne application? Non, mais ça veut dire que vous contrôlez jamais personne. Ça m'arrive de contrôler. Mais comment vous les contrôlez? Vous savez pas comment ça marche. Ah oui, mais il me l'avait montré. Vous allez me sanctionner sur quoi, là? Le non-respect de l'interdiction de fumer dans un ERP et l'absence de contrôle des passes sanitaires. C'est moi qui va payer tout ça. Ah ben oui, puisque vous ne l'avez pas contrôlé, c'est pas quelqu'un d'autre qui devait le contrôler. Eh oui. Pour la première fois, regardez-moi. Vous l'avez? Le gérant écope d'une amende de 1 500 € et d'une mise en demeure. Il risque une fermeture administrative de 15 jours. Si on revient... Mettez-vous en règle, sérieusement, voilà. Mettez-vous en règle, sinon ça peut mettre en péril votre établissement. C'est rare maintenant, parce que c'est vraiment rentré dans les habitudes, c'est encore rare d'avoir un établissement qui ne contrôle pas comme ça. Donc voilà, la prochaine fois on va revenir. Vous verrez que ce sera tout nickel. Eh bien nickel, c'est le but. Ça, je vous dis franchement. C'est le but. Une fois, mais pas deux. Je vous dis la vérité. C'est le but. Non, mais franchement, je vous le dis. Bon. C'est moi-même qui vous le dis. Parfait. Bon, Tristan, je vais arriver entière. N'inquiétez pas, madame, je suis prudent. De toute façon, si vous allez trop vite, je vous supprime le giron. Pour cette commissaire, punition. Il y a des interventions qui touchent plus particulièrement. Alors que les contrôles de passe sanitaire s'enchaînent à la sortie des bars, une jeune femme en pleurs se présente aux policiers. Là? Ouais. C'est pas possible. Ça s'est passé où? Apparemment là. Il est comment physiquement? Il a des lunettes un peu de soleil, rondes. Grand, petit. Il est 1m78, je dirais. Elle dit avoir été frappée par son conjoint. Il m'a déjà frappé une fois ou deux et là c'est la première fois qu'il fait autant. Mais vous êtes bien ouvert là. Bien ouvert quand même, non? Ça te va? Je suis pas médecin, mais... Ça saigne encore ou ça va? Bon, bah, c'est un peu... Vous en avez plein les mains? Oh là là, il n'y a que là, enfin il n'y a que là, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois le front, il m'a fait mal au front. Ah mais oui, mon Dieu, vous êtes ouvert au niveau du front avec une belle bosse. Venez, on va se mettre au chaud, on va discuter calmement, tranquille. Pendant que la commissaire prend en charge la victime, une équipe de policiers part tout de suite à la recherche du conjoint. Selon la jeune femme, il serait en train de rentrer chez lui, à pied. Alors, dites-moi, vous étiez où avec lui? En fait, je l'ai rejoint en boîte et en fait, il a trop bu. Ouais. Il a perdu son ticket de vestiaire. Ouais. Donc, il n'a pas sa sacoche avec ses clés. Après, il a commencé à dire de toute façon, t'es qu'une grosse pute et machin. Bon, bref, il m'a insulté tous les noms. Ouais. Et c'est très romantique, hein? Non, mais j'avoue, je sais même plus comment ça en est venu comme ça. Il m'a frappé, il m'a mis des baffes dans la tête. Mais même là, j'ai peur qu'il me voit en fait. Je sais même pas où il est. Mais il va se venger. Il va se venger de quoi? C'est lui qui doit avoir peur, je crois, voilà, honnêtement. Il faut changer la peur de camp. Non, c'est pas possible. Vous avez encore envie de voir un mec qui est violent comme ça? Oui, vous avez vu dans quel état il vous a mis? Quand il est agent, tout va bien en fait. C'est ça qui est triste. C'est souvent le cas. Bah oui, mais je suis amoureuse. Là, il faut que vous gonfliez le torse. C'est vous la victime. C'est lui l'auteur. C'est lui qui commet une infraction pénale. C'est un délit. C'est punissable de prison. Vous dites que vous l'aimez, est-ce que lui il vous aime? Pour vous faire ça, honnêtement. Est-ce qu'on fait ça à les personnes qu'on aime? Non. Vous avez 2 hommes à côté de vous. Moi, j'ai été mariée, j'ai des enfants garçons, jamais fait ça. Ma pute, voilà ce qu'il me dit. La pute, moi-même, elle dit ça. Vous savez, la base dans un couple, c'est le respect. Hein. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Hein. Il y a juste un qui va soumettre l'autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous soumettre, petit à petit. À tout de suite. Pour s'assurer que la victime porte plainte, Béatrice Fontaine l'accompagne jusqu'au commissariat. 82% des femmes victimes de violences conjugales se rétractent. Quelques minutes plus tard, dans les rues du centre-ville de Marseille,
Le signalement du conjoint violent est diffusé à la radio des policiers. Il mesure 1m78, vêtu d'un slick blanc. Et au même moment, sur le trottoir de gauche, les policiers, équipés de notre caméra portative, le repèrent. Vous vous retrouvez? Tournez-vous s'il vous plaît. J'ai quelque chose en jeu sur vous? Non. Mettez vos mains là. Si vous avez, je suis gentil. Voilà, mettez une main dans le dos. L'homme est fortement alcoolisé. Il se passe quoi là? Je vais vous expliquer, monsieur. Ouais, bien joué. Mettez la deuxième main. Il n'y a pas eu un souci avec votre petite amie? Non. Non, du tout? Des lunettes? J'ai rien fait de mal, monsieur. D'accord. Et il se passe quoi là? J'ai pas compris. Votre suite, il est ensanglanté, monsieur. Monsieur, pourquoi il y a du sang sur votre suite? J'ai pas personne, monsieur. Allez. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? On va vous expliquer, on va faire des vérifs au commissariat. On va faire des vérifs au commissariat, monsieur. Après vérification, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Avant même d'être placé en garde à vue, il nie les faits. Le chef, jamais touché une femme. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, chef. Monsieur, je veux bien. Si je suis violent avec ma femme, je veux bien. Voilà que je suis un bâtard avec ma femme. Je veux bien. Mais monsieur, c'est ridicule dans le sens où je suis combien pour violer ma femme? C'est ridicule, frère. Une réquisition pour aller voir le médecin légiste. La victime arrive elle aussi au commissariat, terrorisée à l'idée de le croiser. Et puis après, lui, il va s'expliquer. Il est là? Il est par là, mais vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il ne faut pas y être. On va voir localement, de toute façon, on passe par un autre biais. Venez là, venez. On va passer par là. Allez, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de détruire sa vie non plus. Mais je ne détruis pas sa vie. Oui, bah c'est sûr, il est très gentil. Hein. Enfin, je le vois là, vraiment sensationnel. Hein. Vraiment une gentillesse, d'un romantisme et de la gentillesse assez rare quand même. Hein. Vu dans quel état vous êtes, la question n'est pas de détruire sa vie. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a fait. Mais le but, c'est ce qu'ils s'en rendent compte. Par expérience, la commissaire sait à quel point les violences conjugales peuvent isoler les victimes. Vous avez votre mère. Ouais, Mais une maman, ça peut tout entendre. Une sœur aussi, vous pouvez la raconter ce qui s'est. Pourquoi? Parce que vous avez honte? C'est pas à vous d'avoir honte, hein? Non, mais oui, j'ai honte parce que ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec un mec comme ça? Je peux pas assumer ça en fait, je peux pas. Finalement, la jeune femme décide de porter plainte. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher la victime. La tête de ma mère, je vais l'enculer, c'est bon. C'est bon. La tête de ma mère, je vais l'enculer. 2 secondes, s'il te plaît. Je veux juste voir ce putain de c'est mort. Elle est complètement tarée. Entre ces deux femmes, une rivalité amoureuse a dégénéré à coups de barre de fer. Les policiers veulent les placer en dégrisement. Non mais c'est dégueulasse. J'ai rien à faire là. Seulement, au commissariat, il n'y a que 4 cellules. Enferme-la, je te meuf aussi. J'ai pas de place. L'autre garde à vue, l'autre il a vomi partout, il faut la nettoyer. Et je peux pas mélanger des dégrisements avec des gardes à vue. Donc je ne sais pas. C'est des problèmes qui se posent souvent, ça? Oui, quand on a beaucoup de monde, oui. Monsieur, vous venez avec moi, vous prenez votre couverture, votre manteau, les chaussures, vous changez de garde à vue. Ouais. Ce soir, ils seront jusqu'à 6 dans cette cellule de 5 mètres carrés. On s'embrouille à cause des meufs, quoi, c'est tout. Car les arrivées s'enchaînent. La cellule d'à côté est officiellement hors service. Vitre brisée depuis des semaines. Elle est pourtant occupée par une femme que les policiers préfèrent laisser seule, car jugée trop dangereuse. Espèce de grosse putain, va te faire enculer! J'ai rien fait de mal. Faute de place, il relâche la moins agressive des deux femmes qui s'étaient battues. L'autre, Toujours calme?
Pas trop à bout. est gardé dans une pièce réservée aux avocats. Mais on ne veut pas me laisser mon chouchou, quoi. Et on n'a pas le droit. Tu pourrais te blesser avec. Mais c'est un chouchou. Et je sais, c'est un élastique, quoi. Alors tu l'avales mal et tu t'étouffes. Et voilà. Juste à côté, le poste où arrivent les appels police-secours et les messages des équipes en intervention. Ils sont derrière 2 personnes là. Ils en ont 3. Mais je sais pas comment ils vont faire pour les ramener. Il va falloir qu'on aille à Carcassonne pour emmener des gardes à vue. C'est dans ce brouhaha que Julie, gardien de la paix depuis 4 ans, tente de taper son rapport. Collé à l'éthylomètre, Là c'est bon, faut y aller. Prenez une bonne respiration. où défilent les conducteurs en état d'ivresse. Vas-y, on a le temps. Encore 10 minutes, je serai à 0,40. Dans des conditions comme ça, je mets 3 fois plus de temps que ce que je devrais mettre. La salle, on n'a même pas de salle de rédaction. On doit écrire au milieu des gardes à vue, au milieu des appels 17. Enfin, c'est une catastrophe. Bien joué. Une soirée comme tant d'autres au commissariat de Narbonne. Pendant 10 jours, nous avons suivi au plus près le travail de ces 130 policiers dans l'une des villes les plus pauvres de France. Pierre, dit Pierrot, a 56 ans. Ses journées de travail débutent à 20h et s'achèvent à 6h du matin. 30 ans de police, dont 20 passés à la nuit. Un choix initialement dicté par des raisons familiales. Mon épouse travaillait, je m'occupais des enfants la journée, mais après je me suis adapté à la nuit. Et c'est vrai que moi j'ai fait ma carrière et là, même si j'arrive au bout, j'aime ça, quoi. Pourquoi? Parce que j'aime ce monde de la nuit, quoi. Il y a peut-être un peu plus d'action, nous, au niveau de la nuit. Et bon, c'est ce qu'on recherche aussi. Et puis il y a la prime. 100 € mensuels, réservés aux nuiteux, comme ils s'appellent entre eux. Pierrot gagne 2500 € net par mois. Il appartient à l'un des 3 équipages qui patrouillent chaque nuit dans Narbonne. 9 policiers pour 54 000 habitants. L'individu aurait tout cassé dans l'appartement reçu. Ouais, bien reçu, là. Les violences faites aux femmes représentent les 2 tiers de leurs interventions la nuit. Bonsoir. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va dire qu'il s'est fait plaisir. Ouais, il a tout pété, quoi. L'ex-compagnon de cette jeune femme de 19 ans n'aurait pas digéré leur séparation il y a plusieurs mois. Est-ce qu'il vous a porté des coups à vous? Non. Non? Le canapé était déchiré derrière ou c'est lui? Non, c'est lui avec un couteau. Avec un couteau? Ouais, ouais. Il se baladait avec un couteau ou il l'a pris d'ici? Non, il l'a pris d'ici, là. Il vous a pas menacé avec, hein? Non. C'est la première fois qu'il fait ça ou... Oui, c'est... Non, c'est... Non, il m'avait fait ça cet été, c'est pour ça que je l'avais fait. Vous aviez déjà fait un dépôt de plainte? Non. Non? Oui, mais bon, il faut pas les laisser faire. Il faut pas attendre qu'il en vienne vraiment aux mains avec vous. Mais oui, j'aurais dû porter plainte cet été, c'est vrai que j'avais pas le temps, je travaillais beaucoup, j'avais pas la tête à porter plainte. Les policiers sont souvent confrontés à des femmes qui n'osent pas porter plainte. Cette fois, Pierrot réussira à la convaincre. Mais sa crainte dans les médias, c'est que le suspect ne revienne. Et la porte ne ferme plus. Ils vont donc s'en remettre aux voisins de palier. Si vous attendez que ça gueule et tout, faites le 17, vous dites que vous êtes le voisin. La porte du bal, ça fait verrouille pas, non? Ça se verrouille et ça coup d'épaule facile. La jeune femme n'a pas les moyens de faire changer la serrure en pleine nuit. Savez-vous ce que vous faites, hein? Mettez le canapé devant la porte. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Ça va? Ouais. Tu vois? On vous contacte si on a une garde. L'interpellation à faire, s'il prend la fuite dans notre direction. Les policiers patrouilleront plus d'1 heure. En vain. Vers 3h du matin, une autre femme, seule au bord de la route, les interpelle. Bonsoir. Vous avez un masque, hein? Qu'est-ce qui vous arrive là? Ah oui, je vois ça, ça se voit. 36 ans, infirmière, elle est à 15 km de chez elle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Du coup, je sais pas où je dois aller, c'est un peu l'hiver.
Parce que je sais pas comment rentrer chez moi. Et vous êtes venu comment? En voiture, avec mon amoureux. Ah, et il est où lui? Je sais pas. Vous étiez où avec lui? On était chez des amis et il m'a mis la misère et voilà. Il vous a tapé? Non. Il m'a déjà tapé, mais pas là. Et vous pouvez pas retourner chez vos amis? Ouais. Je sais plus où c'est. Ah. Clairement, j'ai Ouais. un peu trop oublié. Ouais. Vous voulez pas qu'on vous appelle un taxi? Vous allez au commissariat, on vous appelle un J'ai pas taxi? les moyens. Si je gagne 1700 balles par mois, j'ai mon mec qui travaille pas. Donc non. Le commissariat, il est juste derrière, vous avez 300 mètres à faire. Allez, ça marche. bonne soirée, bon courage. Merci, bon courage à vous. Ne vous inquiétez pas de la laisser toute seule dans cet état-là, cette dame. Après, malheureusement, on peut pas forcer les gens. Elle nous a bien dit qu'elle voulait pas qu'on l'aide alors. La jeune femme trouvera finalement refuge au commissariat, où son compagnon viendra la chercher. Apparemment, elle aurait une arme avec elle, qu'elle va nous remettre, et il y en aurait d'autres à son domicile. La brigade anticriminalité vient elle aussi d'être appelée par une femme en détresse. Cette fois, l'affaire semble grave. Le bail est à son nom. Elle dit avoir été séquestrée chez elle par son ex-compagnon. Elle a 20 ans. Nous l'appellerons Clémence. Sa mère l'accompagne. Il m'a tapé. Ensuite, il a pris possession de mon appartement. Il veut pas me rendre les clés et c'est des menaces tous les jours. D'accord, vous voulez récupérer votre appart en fait? Juste, ouais, on nous en parlait d'une arme à feu là. Ouais, moi j'ai ça. Deux pistolets. L'un factice, l'autre bien réel. Elle les aurait emportés en s'enfuyant par la fenêtre. Il est chez vous? Juste ici, oui, il est en train de chiller, il est chez moi. Quel âge il a? Il a 33 ans. Il a déjà fait 10 ans de prison à Lyon. Comment il est physiquement? Je l'ai fait tout. Ouais, parce que si jamais on le croise dans la rue, c'est lui ça? Ouais. Il a les cheveux longs. On va aller chez elle. Est-ce que vous êtes d'accord pour casser votre porte? Oui, bah évidemment. Chanton. Donc il faudrait récupérer le billet. J'ai le taser au cas où. Il en faudra un équipage en tenue qui reste aux extérieurs, c'est parce que comme il est au premier étage et s'il saute, hein, c'est la police. Ouvrez. Ouais. Ah mais non. Elle va être dure à casser celle-là. Ah ouais? Il y a 3 points. C'est la première fois que Clémence revient chez elle depuis sa fuite, il y a 2 mois. Elle dit ne pas avoir trouvé plus tôt la force de prévenir la police. Police. Les personnes? Ah, c'est... Vous venez madame? Où c'est qu'il y a les armes madame? Je sais pas, les dernières fois que je les ai pris, elles étaient longues, mais c'est bon, moi, Pas d'armes, pas de stupes et aucune trace de l'ex-compagnon. Mais Clémence va leur donner une autre adresse, là où habituellement, il vendrait de la drogue. Et s'il n'est pas là, en vrai, il y aura des gitans et plein de coques. C'est un appartement au fond d'une ruelle. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est le commissariat. C'est la police. L'homme s'adresse discrètement à quelqu'un derrière lui. Vous ouvrez s'il vous plaît monsieur? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est chez lui là? Puis retourne finir son dîner en toute décontraction. Vous avez eu le temps de tout jeter dans les chiottes, c'est bon? Dans la cuvette des toilettes, des traces de stupéfiants et des feuilles de compte déchirées. Le propriétaire est où? Le propre, on peut pas en prison. Clémence avait raison. Allez, c'est parti. L'homme qu'il recherche était bien là. Vous, qu'est-ce qui se passe au moins? On va vous expliquer comme ça. Il sera placé en garde à vue pour séquestration et violence volontaire.
Sur Forest. Non plus. Jérôme est officier de police judiciaire. Qu'est-ce que c'est ces armes? Il a 48 ans, c'est lui qui va enquêter sur cette affaire. Les photos et les messages permettent juste ce que j'ai pu de côté, quoi. Allez, ça va, on va faire le nécessaire. Je vous attends, d'accord? À de suite. Il y avait une jeune fille qui s'est amourachée d'un garçon, qui l'a mise dans les stupéfiants, et à partir de là, elle a perdu complètement le sens de sa vie. Et... Allez, viens. Clémence a quitté l'école après le bac et vit depuis 2 ans de petits boulots. Je veux pas que tu aies peur de lâcher les trucs, que ça plaise pas. Si tu veux qu'on arrête, on arrête, tu pleures, tu te mets dans la situation que tu veux, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment que tu essayes de vider ton sac, d'accord? Et s'il y a un moment, comme je suis un garçon, ça te pose un problème, c'est Marjorie qui prendra le relais. Tout ça, c'est ce qui m'envoie. Donc remets-moi là. La jeune femme lui montre le dernier SMS qu'elle aurait reçu. Est-ce qu'il y a des... Les menaces, elles sont juste là. Dis-moi, montre-moi. Non mais t'as cru quoi, sale pute? Déjà, je partirai pas. C'est comment je suis, c'est chez moi maintenant. Ça, c'est lui qui t'a écrit ça. D'accord. C'est ce dernier message qui l'aurait décidé à porter plainte. Pendant plus d'1 heure, Clémence va décrire comment elle aurait glissé sous son emprise. Il m'a menti sur son âge, sur son prénom, sur son passé, sur sa vie. Parce qu'il disait qu'il avait une société, qu'il avait des belles voitures dans des garages. En fait, c'est bien à dire maintenant, mais vraiment, j'ai croyé. D'accord. Très vite, la désillusion. L'homme qu'elle accueille chez elle serait en fait un dealer, violent et accro à la cocaïne. Il me mettait souvent des coups de poing, et le plus souvent, il m'attaquait les mains. Et il me prenait la main dans le dos, il me tapait la tête contre... Ça, c'était par rapport à quoi? Il trouvait toujours la petite blague, mais la vraie raison, c'est qu'il prenait de la corde. On était dans un tout petit appart, il fallait quelqu'un pour qu'il se défoulait, et c'était sur nous. Puis la séquestration, pendant plusieurs mois. Il avait accès à mon téléphone tout le temps. Il répondait à ma mère, il répondait à tout le monde sur tous les réseaux. Il a toujours dit que si je partais, il me tuerait avant et après il se suiciderait. Je vais te poser juste une question. Est-ce qu'il t'a obligé un jour à prendre des stupéfiants? Oui. Moi, j'ai jamais pris d'héroïne de ma vie. Il m'a complètement obligé d'en prendre avec un flou pointé sur moi. Je vous cherche la bonne. À la fin de leur relation, accro aux drogues dures, elle aurait accepté de faire des photos, comme celle-ci. Il me disait de faire ça pour le mettre sur son compte Instagram. Et aussi des vidéos pornographiques qu'il menacerait aujourd'hui de diffuser sur Internet. Il ne faut pas que tu aies honte de ça. Toi, tu es une victime, d'accord? Tu es tombé sur un sale type qui t'a fait faire des... Il va dire que c'est pas vrai. Ouais, il va te dire que tu l'as fait volontairement, que tu étais d'accord, et après, c'est un engrenage. Ben, tu es jeune, voilà. Mais en vrai, je croyais en lui. Je croyais que Oui, mais on croit toujours, et puis finalement, c'est pas... Et après, tu es jeune, et tu as tout le temps de te construire. À la fin de l'audition, Clémence sera vue par un médecin légiste. Elle ressortira avec 10 jours d'incapacité totale de travail en raison de son état psychologique. Bonjour. Venez. Bonjour. Ouais, vous enlevez la capuche, s'il vous plaît. C'est au tour du suspect d'être entendu. Vous laissez la veste ici parce qu'il fait chaud dans les bureaux là. Sans emploi, il prétend vivre du RSA. Allez, on y va. Il a demandé à être assisté d'une avocate, commise d'office. Tu peux faire déclaration spontanée, tu peux répondre aux questions ou tu peux garder le silence. D'emblée, l'homme dresse un portrait inattendu de son ex-compagne. La première fois qu'on s'est vu, elle est venue chez moi, elle est venue en tant que prostituée. Donc vous étiez son client. En gros. D'accord. Donc vous avez payé? Non, je n'ai pas payé. Ah, elle m'a dit non. Mais quand, alors, vu qu'elle m'a trouvé bien avec un nanani et que nanana. Ah, d'accord. Elle m'a dit non, je sais pas. Bon. Et comme elle m'a trouvé bien, elle m'a pas fait payer. À la base, oui, à la base, je devais la payer. Mais à la base, je devais la payer combien? 30 €. 30 €, pas cher.
Ouais. C'est pas les prix. Non, pas du tout là. Donc et votre relation a commencé comme ça? Elle a commencé comme ça, ouais. Il y a eu des violences? De sa part envers moi, oui. Moi, j'ai eu aucune violence envers elle. Ah, elle a pris des trucs qu'elle allait chez nous, elle me les jetait dessus. Hein. Elle m'a acheté plusieurs fois des choses dessus. Hein. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'étais quand même obligé de la bloquer. Quoi. C'est pas méchamment, avec un bras, de toute façon, vu qu'elle allait, avec un bras, je la bloquais, quoi, sur le lit. Parce qu'elle mélange beaucoup de cachets, elle mélange beaucoup. Mélanger la Valium avec la vodka, par exemple, c'est des trucs que ça pète. C'est des trucs que ça se mélange pas, surtout une femme comme ça fait, tu peux pas. Et quel était votre remède pour la soigner, vu que c'était une fille qui se prostituait, qui mélangeait les cachetons, qui... Je la calmais, je la regardais. Et comment vous la calmiez? Je la laissais chez nous. Je la laissais chez nous. Puis c'est elle qui me l'a demandé. Hein. À chaque fois que je partais, c'était elle qui m'a demandé de la laisser, de l'enfermer. Sans s'en rendre compte, l'homme reconnaît qu'il enfermait bien son ex-compagne. Non, le mec, c'est mon... Reste à vérifier les accusations de trafic de drogue. Ouais. Je vous montre cette photo, extrait de votre Instagram. C'est quoi ça? Elle s'amuse bien, non mais c'est des montages, elle est forte, elle touche tout en informatique. Qui s'apparente aussi à des produits stupéfiants. Sur les réseaux sociaux et sur le téléphone de Clémence, de nombreux clichés où il endosse la panoplie du parfait dealer. Ça, c'est des faux billets, ça. Ah. Tellement mal. Bon, alors, les billets sont des faux billets. Mais elle, franchement, waouh. À chaque photo, la même réponse. La photo avec les deux armes, c'est toi ou pas? Oui, c'est moi, mais c'est un montage. D'accord, c'est-à-dire que tu as pris la photo et dessus elle a rajouté les armes. Certainement, oui. Aussi, pareil, montage, elle vous fait prendre la pause et puis après elle rajoute les armes. On va pas jouer 50 ans. D'accord? Si c'est un système défensif, tu parleras au juge, après tu parleras à qui tu voudras. Mais on va pas faire joujou. Mais moi je vais pas prendre des trucs qui sont pas à moi. Ça, c'est à toi et c'est extrait de ton téléphone et de ton compte Instagram. C'est pas son compte Instagram à elle. D'accord? Donc c'est quoi? Si, parce que c'est elle qui les a mis. Oui, c'est elle qui les a mis sur ton compte à toi. Oui. D'accord. Cette photo, c'est vous? C'est un montage? Non, c'est moi. Non. C'est bien vous? Elle est réelle cette photo? Et quand on fait un zoom sur la ceinture, puisque c'est pas un montage celle-là, il y a 200 grammes de résine de cannabis. C'est super. Non mais ça je l'ai pas vu de loin, j'ai pas vu. Non. Et ce qu'il y a à la ceinture, c'est quoi? Certainement du savon. Du savon. Alors ça doit être du savon. Je vous montre. Vous vous souvenez pas de cette photo, les conditions et... Parce qu'en général, on ne se met pas... Je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais on ne se met pas sur les burnes du savon avec une arme. Je sais quoi dire, c'est bon. Ben, moi non plus, je sais pas quoi vous dire là. Je ne peux plus répondre parce que... Je ne sais pas quoi dire, je ne vais plus répondre. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'interrogatoire a duré 2 heures. Jérôme n'a pas obtenu d'aveu, mais il a suffisamment d'éléments pour que la garde à vue soit prolongée. Il est minuit. Pierrot et son équipe repèrent une voiture roulant tous phares éteints. Ouais, je t'écoute. Vous avez une pièce d'identité? Vous n'avez pas de pièce d'identité non plus? Au volant, un homme d'une 50aine d'années. Pas de permis, pas d'assurance. Et sur le tableau de bord, un détail qui attire l'attention de Pierrot. Non mais attends, Nico, regarde sur le machin là. C'est pas de la coque ça, non? Si. Allez, vous descendez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Dans le véhicule, il y a quelque chose ou pas, monsieur? Sûr? Mettez-vous sur l'avant du véhicule. Dès l'ouverture du coffre, les policiers vont enchaîner les découvertes. Il y a la carte visible, elle est là devant le bureau. Ça craint, c'est donc j'ai compté, il y avait 1520 €. Ah, capitaine, oh, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? 100 grammes de speed, une drogue à base d'amphétamine. Bravo. C'est quoi là, monsieur? Ça, c'est quoi ça? C'est du speed aussi? Elle se vend en moyenne 15 € le gramme. Le trafic, hein? Il y a aussi du cannabis. C'est quoi ça? Vous vendez là?
En fait, vous avez quoi? Vous avez que du speed et de la bœuf? Ouais. Il n'y a pas d'héroïne, il n'y a rien du tout, quoi. Capitaine, plein de bijoux de femmes et autres. Donc, capitaine, j'ai un sac là, avec une pièce d'identité qui n'est pas la sienne. Ouais, bah, tout ce qui n'est pas lui, on va le prendre parce que on va les passer au fichier des trucs volés, des objets volés. Allez, go, allez, venez avec moi. La suite de la fouille s'effectuera au commissariat. Qui c'est qui ramène la voiture hein? C'est bon? Allez, mais va. Non, Allez, non, mais c'est vrai en plus. Vous êtes vraiment des bâtards. Moi j'ai les trucs de coque là. C'est Maëva, la moins gradée du groupe, Mais c'est quoi qui me tombe sur les cheveux? qui hérite de la corvée. Usage de stupes, vol roulotte, faune écriture, vol, escroquerie, usage. Bon petit pédigré. Impeccable. Hein. L'homme a déjà une dizaine de condamnations. Il est aussi positif aux amphétamines. C'est bon. Tac. Qui c'est qui vient à la voiture? Et dans ses affaires, ce chargeur. Vous avez ce qui va avec? Je veux dire non. Vous avez un chargeur graillé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartouches et vous n'avez pas ce carabine qui va avec? À chaque fois que tu nous as dit non, on a trouvé quelque chose. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'on va trouver autre chose dans le véhicule? Pourtant des choses, ils vont en trouver. Bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ça devait être le pro de Tetris, mon gars. Je sais pas ce que c'est un truc... C'est une tête de je sais pas quoi. Pourquoi vous gardez une tête de sanglier dans la voiture, monsieur? C'est ce que j'ai trouvé. Non. Avec Et vous avez trouvé une tête de sanglier, vous vous êtes dit je vais le ramener? Oui, oui. Ça tombait sur mes pieds. Oh, c'est dégueulasse. Des jouets, de l'outillage, de l'électroménager, mais aussi des habits d'enfants ou des sous-vêtements féminins. Comment ça se fait que vous avez des carnets de correspondance de collégiens? Je sais pas, j'ai trouvé dans la poubelle aussi. Ça aussi, Pardon? c'est à vous? J'ai trouvé dans la poubelle aussi. Vous avez trouvé dans la poubelle? Vous comprenez que ça paraisse un peu bizarre qu'on sort de votre voiture hein? Ouais, je comprends. Après, il n'y a rien de volé. C'est des choses que je récupère. C'est toujours les trucs de l'Isère. L'homme est-il un prédateur, un voleur, ou simplement quelqu'un qui accumule de façon compulsive tout ce qu'il trouve? C'est une carte européenne, tu sais? Ouais, mais ça appartient à quelqu'un. Tout à fait. Ah, mais oui, ça m'intéresse, moi. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, en priorité? Moi, je cherche des objets qui lui appartiennent pas, parce que déjà, on a trouvé une carte d'identité qui a été volée en Narbonne. Tu l'as devant, le nom du gamin. Là. D'accord. Et puis enfin, c'est l'année, tu vois, c'est peut-être vieux. Hein. Ça annonce un travail colossal derrière tout ça, non? Le problème, c'est que c'est vendredi. C'est vendredi, c'est mort. Pourquoi ça? Parce que ça veut dire que si on veut mettre le paquet sur cette affaire-là, il faut qu'il y en ait qui viennent travailler le week-end. Et on n'a pas les moyens de le faire. Vous verrez que demain, il sera libre. Le procureur écartera la piste d'un prédateur ou d'un voleur. Rien ne permet en l'état de le relier à une agression. Rien ne prouve qu'il a lui-même volé ces objets. Tu as de la famille sur Narbonne? Tu as de la famille sur Narbonne? Ils sont décédés. J'avais 3 ans, et ma mère j'avais 18 ans. Et après, c'était dans l'héroïne pour faire oublier le décès des parents. Je pense qu'il va falloir te faire aider hein, si tu veux t'en sortir. Ouais, bah après, je vais m'en sortir. Tu as 52, c'est ça? 52 ans? 53 ans. Ouais. T'as pas de frères et sœurs, non? Si j'ai un frère, mais c'est pas depuis 20 ans.
faudrait essayer peut-être essayer de reprendre contact avec ton frangin. Ouais, c'est sûr. Déjà, peut-être un lien familial, ça va te... Ouais, j'avais peur d'un refus de sa part. Tu risques quand même peut-être de la prison, là. Hein. Ouais, j'imagine. J'imagine. On essaiera de t'en faire filmer dans le L'homme repart en cellule. Il sera remis en liberté 2 jours plus tard. Je te ramène un verre d'eau. Hein? Et jugé ultérieurement pour trafic de drogue. Deuxième jour de garde à vue pour l'ex-compagnon de Clémence. Allez, on monte. Bonjour maître. Cherchez mon masque, pardon. Jérôme, l'OPJ, est désormais convaincu que la plaignante se prostituait et qu'il était son proxénète. Reste à savoir si le jeune homme se montrera plus coopératif que la veille. Ah Oui. Non, mais hier, c'est vrai que voilà, j'étais un peu tendu. Je crois que c'est un peu mal passé, dis-moi. Bah. C'était l'école du rire, hier. Bah. Tu nous as sorti des grands sketchs. Oui, non, parce que voilà, Ah, le stress, ça se comprend. Ça va aller mieux. Allez, lors de votre rencontre, elle se prostituait. Est-ce qu'elle a continué à se prostituer du temps de votre relation? Je peux pas savoir. J'avais des doutes. Ça, c'est une copie d'écran. En fait, c'est une vidéo où on voit marqué « à vendre hein. ». Et elle se masturbe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je tombe des nues. Je tombe des nues. J'ai une vidéo. Alors, on entend très faiblement, hein, on va vous la montrer. Vous lui dites « mais », MTS, hein, mais massage du dos, massage de jambes, massage fessier. Elle vous répond quoi d'autre? J'ai quoi à proposer? Lécher, titiller les seins, des bisous dans le cou. Vidéo. Oui, mais c'est ce que je veux lui faire. Jérôme est convaincu que le suspect dictait à Clémence une petite annonce. Ah, mais non, mais c'est parce que là, elle a Mais massage du dos. C'est ce qu'elle me demande. En fait, elle me demande qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Là, elle m'a demandé elle m'a demandé moi qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Elle m'a demandé. Ouais, mais c'est pas fais-moi ça, fais ça et ça, c'est mais. C'est ça que je trouve bizarre. Ah bah c'est pas moi, hein, c'est vous, hein, c'est. Allez. Non, je vous ai promis que je dirais la vérité. Ok, je vous informe que vos 2 téléphones sont saisis. Et placés sous scellé. Ouais. D'accord, pour une exploitation. Je l'ai dit franchement, là, je l'ai dit. Même si sa défense paraît risible, l'homme sait que les policiers manquent de preuves et qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, ni sur les armes, ni sur la drogue, ni sur la séquestration. On y va ? Quant aux accusations de proxénétisme, la jeune femme dément s'être prostituée. Vous savez ce que vous risquez, monsieur? Bah oui, soit un contrôle judiciaire, soit une détention provisoire. Pour moi. Vous avez l'air assez serein, non? Comment? Vous avez l'air assez serein. Pas spécialement, hein. Je suis entre les deux, quoi. Après, je peux pas savoir, c'est pas moi le magistrat, c'est pas moi le procureur, c'est pas moi... Après, je penche plus sur un contrôle judiciaire. Pour s'assurer d'une condamnation, le parquet s'appuiera sur le certificat médical attestant des maltraitances et poursuivra l'homme sur les seuls faits de violence. D'ici son jugement, il est libre, mais a interdiction d'entrer en contact avec Clémence. Première intervention de la soirée pour Olivier, chef de patrouille, police secours. Bien reçu. Entre-temps, je viens encore de recevoir 2 appels pour la même intervention. Ouais, c'est reçu. Un homme aurait tenté de forcer la porte de plusieurs appartements de cet immeuble. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe là? Expliquez-moi. Vous restez là, monsieur. Vous restez là. Vous restez là, vous asseyez, monsieur. Respecte les forces de l'ordre. SDF, il est bien connu des habitants du quartier. Inoffensif quand il est sobre, incontrôlable quand il est ivre, comme ce soir.
Pour le calmer, une dame l'a accueilli en lui offrant un café. Voilà, depuis tout à l'heure, il tape sur les portes. Moi, j'ai une petite fille ici. Tiens, c'est bon. Reste là. Chez moi. Demain, je vous dirai ma mère. Après, on arrive. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il est bourré, il vient, il fout des bordels, il tape sur la porte, il insulte tout le monde. D'accord. Nous, on ne fait que les décotes. Est-ce qu'il a tapé dans votre porte? Oui, il a cassé plusieurs portes, il pisse partout. Ouais, ça va, on va gérer ça. C'est ça que vous appelle pour rien. Et vous appelez, demande ma malice. Et va te faire enculer, fils de pute, je vois ma gueule. La vie de mes mères, comme ça, c'est brisé. Bon, voilà, marqué, voilà. Allez, monsieur, on prend les affaires ensemble. Vous venez avec nous. Ah, c'est chez vous. Allez, monsieur. Le voisin décide de porter plainte. Monsieur, Vas-y, dans la tête de ma mère, quand même. Relâche. Maintenant, je vais faire du mal. Oui, mon ami. Mon ami, tu voulais voir ce là. Attends, eh bien, je suis au milieu, hein. C'est bon. Tranquille. Tranquille. Maintenant, je vais te... On repasse ça. Tu vois. Vous voulez de l'eau? c'est normal ça dans un appartement où il y a un bébé. D'accord. Voilà, c'est la chambre de ma fille. C'est la chambre de ma fille. Voilà. Et ça arrive souvent qu'ils se comportent comme ça? Ça arrive 4 fois déjà. Ça fait 4 fois. Alors jusque-là, on a été gentils. madame, écoute-moi. je m'appelle pas moi. Je m'appelle pas moi. Pendant l'interpellation, les policiers ont subi des coups et des insultes. Ils déposeront plainte pour outrage et rébellion. C'est fréquent ça? Avec des gens alcoolisés en fin de journée, assez. Ouais. Quand vous êtes contraint d'utiliser la force, qu'est-ce qui vous passe par la tête justement? De ne pas faire le mouvement qui ferait que ma carrière serait mise en danger. Et qui ferait aussi que je le blesse, parce que quelque part, il a bu, il a fait le con, et demain, il va se réveiller tout penaud, je suis désolé. Mais a priorité, c'est de ne pas faire le mouvement de trop, d'énervement, et arriver toujours à rester professionnel et se contenir. Mais quelquefois, c'est un petit peu difficile. Surtout quand il y a des insultes répétées et de la violence. Ouais, on a interpellé l'individu, on fait un retour au commissariat. Après 21 ans chez les CRS, Olivier a été muté l'an dernier à Narbonne. Il espérait trouver ici un peu de calme. C'est raté. C'est une dame qui a appelé hier pour des violences conjugales en disant qu'elle avait déposé plainte à l'issue de son séjour à l'hôpital. Et elle n'est jamais venue déposer plainte, elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée chez elle et elle ne s'est pas présentée à son emploi. On n'a pas d'adresse. Donc avec les moyens du bord, on va essayer de voir si on trouve son domicile pour voir si elle est toujours en bonne santé. Olivier sait seulement que la famille de la jeune femme vit dans ce quartier. Après un quart d'heure de porte-à-porte, il trouve enfin son nom de famille. Vous êtes à quel étage, madame? Le dernier étage. Bonjour, madame. Vous êtes madame? Non, c'est ma fille, elle est avec son copain. Bonjour, elle habite où? Quelle place tu crois? Tu viens avec toi, je t'en montre, elle habite où? Allez, venez avec nous. Merci. Allez-y, montez. Depuis quand vous avez pas de nouvelles? Là, je l'appelle, il me répond pas. J'ai passé à l'appartement, il y a la lumière, il y a quelqu'un qui marche, il ne veut pas ouvrir. Je sais pas c'est qui. J'ai peur. Est-ce qu'il a déjà été arrêté par la police, vous savez? Ouais, il est sorti de prison juste une semaine là où ça. C'est pour ça que je le téléphone plusieurs fois, je vais voir les nouvelles. Eh d'accord. Ouais. Bon, on va en voir. On verra, ouais. On verra. Police, ouvrez! Soudain, la lumière de l'appartement s'éteint. Non, c'est vrai. Vous avez aucune nouvelle de votre fille? Je sais pas ce qu'elle est vivante, ce qu'elle est morte, je sais pas. Putain, ça passe pas. Je suis obligé d'aller en bas, ça passe pas. Hein. Je reviens. Seul un officier de police judiciaire peut autoriser Olivier à forcer la porte. On est devant l'appartement, la porte elle est fermée, tout est fermé, on peut pas rentrer. Donc il nous faut l'OPJ là, il n'y a que l'OPJ qui peut débloquer le château. Bon, appelle l'OPJ, dis-lui qu'il m'appelle, s'il te plaît. Hein, dis-lui qu'il m'appelle, donne-lui mon numéro perso. J'attends. Hein. Ouais. Vous êtes coincé là. Ouais, on est coincé. Alors que ce serait si facile, un petit coup d'épaule. Mais bon, on est coincé. C'est tentant?
C'est très tentant, surtout quand violence conjugale ou s'il faut qu'il y ait une femme assise dans un coin en train de... Enfin bon, mais bon, c'est... Encore une fois, il y a des lois. Ouais, c'est Olive, t'as eu l'OPJ ou quoi? Non, moi j'ai 2000 appels, j'ai les papiers, j'ai un gosse avec un couteau qui veut planter sa mère, j'ai... Dis à Estelle qu'elle lui donne mon numéro, je vais lui expliquer ce qui se passe. Vous êtes revenu exprès? Les hommes de la BAC viennent en renfort. Ils ont réussi à joindre un OPJ. L'accord est donné. Olivier, elle est comment la porte? Je sais pas, mais je vais mettre le bruit par là. Vas-y. Police, vous êtes là? Comment je ne le fais pas? Et là alors? Asseyez-vous, madame. Y'a plus personne? Est-ce que vous êtes en danger, mademoiselle? Non. Votre ami, il est où? Il est parti faire les courses que je vois et je sais pas où il est même. J'étais en train de dormir. Pourquoi vous répondez pas au moment qu'elle vous appelle au téléphone? Parce qu'on est en armée, normalement, elle ne me parle pas. Plus qu'une embrouille. La mère s'oppose violemment à la relation qu'entretient sa fille. Olivier découvre qu'il y a quelques jours, d'autres collègues sont intervenus parce qu'elle était en train de battre sa fille. Ma chérie, j'ai rien à faire. Tournez la page, ma chérie, c'est pas grave. Ça y est. Non mais madame, elle a pas envie de la tourner la page. Elle a pas envie de vous parler. Elle a pas envie de la tourner la page. Ma chérie, ça y est. Elle est bien avec son compagnon, mais là, vous quittez les lieux. Voilà, elle va bien. Ouais, elle va bien, tout va bien. Allez, vous réglerez ça plus tard, si ça n'a rien nécessité. Allez, on va la laisser tranquille. Allez, venez, venez. La jeune fille est majeure, sa mère n'a pas le choix. Elle doit partir. Qu'est-ce que vous ressentez là? On intervient sur un fait. On essaie de faire au mieux pour protéger l'intégrité de la personne s'il y a besoin. Elle n'est pas battue, enfin, elle n'a pas de marque. J'ai regardé, elle n'a pas de marque. Elle veut que son compagnon revienne. Enfin, on est vraiment complètement impuissants. En France, les violences familiales représentent désormais la moitié des affaires de coups et blessures volontaires. L'une d'entre elles va mobiliser le commissariat pendant les 48 heures à venir. À l'heure du passage de relais entre équipes de jour et de nuit, Pascal, OPJ, briefe son collègue, Jérôme. Nous avons monsieur Turc. De la nuit dernière? Non, de là qui vient de rentrer. Qui est là pour des menaces de mort réitérées commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Ah. En fait, il a appris par sa fille qu'elle était lesbienne et il a fait la route depuis le 67 pour la tuer. Donc tout va bien. Et dehors pour le moment. 800 km dans la nuit, entre l'est de la France, où vit la famille de cette jeune femme, et Narbonne, où elle étudie. À quel âge tu m'as dit la gamine? 19 ans. Et elle est en cours de plainte, elle est totalement terrorisée. Elle est comme ça, là. Son frère vient la récupérer, il arrive de Colmar, il sera là dans 1h30. Donc il y aura son frère à entendre. Qui ne va pas la tuer, lui? Non, normalement non. Le père est en garde à vue. Il a été interpellé devant l'université où étudie sa fille. Âgé de 52 ans, directeur d'un magasin de bricolage, il est né en Turquie et a passé presque toute sa vie en France. 96, ça vous fait quel âge, ça, du coup? 24 ans? Ah oui, c'était votre anniversaire. Jérôme commence par entendre le frère de la jeune femme. Étudiant en droit, il était au courant de l'homosexualité de sa sœur. Il est venu pour la protéger dès qu'il a su que leur père était en route. On vous a donné quoi comme information, du coup? Alors, tout simplement que mon père avait été mis au courant du coup de l'orientation sexuelle de ma sœur et qu'il l'avait très mal pris, disant qu'il a pété les plombs, tout simplement. La jeune femme n'avait jamais osé parler de son homosexualité à son père. Il l'a découverte par accident. J'étais en FaceTime avec ma mère. C'est à ce moment-là en fait où il a vu sa copine dans le lit. Donc, du coup, je pense qu'il s'en doutait. Et le lendemain, il l'a appelé et il lui a demandé précisément si effectivement c'était le cas ou pas. Et du coup, c'est à ce moment-là où il s'est mis très en colère. Pour apaiser la situation, le jeune homme décide alors d'aller voir son père. Ok, et votre père, en fait, ce soir-là, était dans quel état? Alors, dans un premier temps relativement calme,
Je suis le seul en fait où il arrive à ne pas hurler directement et ne pas truc, là où avec ma mère et ma soeur par exemple ça n'a jamais été le cas. Et au fur et à mesure en fait c'est monté en ton. Est-ce qu'il a tenu des propos menaçants devant vous? Ma soeur, oui, effectivement. Est-ce que vous avez souvenir en fait des propos exacts qu'il aurait tenus? Alors, simplement qu'il allait dans les 2 semaines descendre en Narbonne pour égorger ma sœur et crier pour la victoire. Ce sont les mots exacts, ça m'a tellement choqué que je pense que je me souviendrai très longtemps. Ce qui est en cause, pour vous, c'est la personnalité de votre père, mais c'est dicté par un poids en fait de la tradition. Je comprends. C'est les deux. Mon père est d'un tempérament relativement sanguin, à la limite du violent, et disons que cette information-là était l'information clé. Et que je pense qu'il n'a pas réussi à la supporter et à la digérer comme ça. Il aurait pu la renier, et pour lui en fait c'est même pas la question de ma sœur est homosexuelle, c'est juste que il a peur du regard notamment de sa famille s'il venait à l'apprendre. Est-ce que vous pensez quand même en fait que quand il fait des menaces de mort, en fait il est sérieux, enfin, qu'il est capable de passer à l'acte? Il a bien précisé et il a fait à maintes reprises qu'il allait effectivement descendre et qu'on était prévenu. Dès que j'ai su qu'il était là, j'ai compris tout de suite que s'il était venu, c'était pas seulement des propos destinés à nous faire seulement peur. Allez, par ici. Jérôme va maintenant entendre le père. L'homme ignore que son fils vient de l'accuser. Vous avez été placé par mon collègue en garde à vue pour des menaces de mort réitérées commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Il a 19 ans, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle veut être homo, il est homo, c'est pas ça le problème. Mon meilleur ami du lycée, il est homo, il vient chez nous à la maison, il emmène son ami, encore une fois, ça ne pose pas un problème. C'est pas ça du tout. Selon votre fille, vous êtes venu devant l'IUT de Narbonne et vous avez tenu à votre fille les propos suivants. Est-ce que je dois vous trancher la gorge pour que vous compreniez? Parce que s'il le faut, je le ferai. Ça, non, ça c'est pas vrai du tout. Non. C'est pas du tout. Ça, c'est pas vrai du tout. Pourtant, il semblerait que vous ayez déclaré à votre fils, dans 2 semaines, je vais descendre à Narbonne pour égorger ta sœur et crier Allahu Akbar. Une réaction? Je comprends pas bien votre réponse, du coup. Quand c'est votre fille, en fait, qui déclare que vous lui avez dit à 2 reprises que vous vouliez l'égorger, vous n'avez jamais dit ça. Mais quand c'est votre fils qui dit que vous avez tenu devant lui les mêmes propos, là, du coup, vous plaidez la bêtise. Mes propos étaient disproportionnés par rapport au truc, par rapport à la situation. Effectivement, je le confirme. Parce que vous n'avez jamais dit quelque chose que vous ne pensiez pas forcément. Hein. C'est normal. Moi, je n'ai jamais dit à personne que j'allais l'égorger, effectivement. Voilà. Jérôme veut savoir si l'homophobie est bien le moteur de ces menaces. Donc, est-ce que vous avez des reproches particuliers à faire à votre fille? Qu'elle nous ait caché, ses attirances homosexuelles et qu'elle nous ait rien dit jusqu'à il n'y a même pas quelques jours. Si on avait été un minimum préparé, je pense que la pilule aurait été moins dure à avaler, mais on ne savait rien, on se doutait de rien. Quand il était au lycée et fréquentait des garçons, vous imaginez même pas, quand vous n'êtes pas préparé à ce genre de truc. Si, j'imagine très bien, oui. Très bien. Non, personne ne peut l'imaginer. Moi aussi, je pensais que je l'imaginais. Je pense que vous êtes à peu près, en fait, pas le premier sur cette planète à avoir vécu cette scène. Oui. Et je pense que vous en êtes sorti beaucoup moins bien que la majorité des gens. Je n'ai rien fait, encore une fois. C'est ce que je peux vous dire. Je n'ai strictement, absolument rien fait de tout ça. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. C'est-à-dire rien, monsieur? Je m'en suis appris à aucun, ni à ma femme, ni... Vous n'avez pas compris depuis le début, en fait. Ouais. Vous n'avez pas compris depuis le début, en fait. Oui. Alors là, cette infraction-là, menace de mort
réitérées commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime, ça, c'est pas absolument rien. Ça, c'est un délit qui peut vous emmener en prison. Peut-être vous allez aller en prison, là. Peut-être. Voilà. Donc ça, c'est pas rien fait. Ça, c'est l'infraction qui vous est reprochée à ce stade. Je ne ferai jamais rien à ma fille, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne me posera pas de soucis. Ce qu'on aurait dû faire, en fait, là, monsieur, en fait, c'est de filmer votre fille quand elle est partie de ce commissariat, là, tout à l'heure, et de vous la montrer, en fait. Elle était comme ça, elle tremblait, elle a vomi plusieurs fois, ici, hein, elle a vomi, et elle était incapable de marcher, les gens la soutenaient. Et vous l'avez mis dans cet état-là, en fait. Voilà. À la lecture de cette audition, tout le monde qui va lire ce procès-verbal, il va se dire, non, mais lui, il est complètement à la masse, en fait. Il a rien compris de la gravité. Il a dit qu'il allait égorger son propre enfant, et il fait ça comme si de rien n'était, en fait. C'est pas de sa faute à lui, en fait. C'est de sa faute à elle. Elle avait qu'à le prévenir un petit peu. Bordel, pourquoi elle est sortie avec des garçons au lycée aussi? La pauvre. Non. Non, mais vous êtes complètement à la rue, mon pauvre garçon, hein? En dépit de la colère de Jérôme, au bout de 2 heures d'audition, l'homme continuera à nier tout projet de meurtre contre sa fille. Bonjour. Allez, asseyez-vous. Le lendemain, la jeune femme est reçue par Pascal, l'OPJ de jour. Elle est accompagnée de son frère. Donc le procureur demande à ce qu'on te fasse voir un psychiatre. C'est pas du tout parce que t'es folle. On dit pas que tu mens. On a tous les éléments qui disent que c'est vrai. Mais le procureur, il veut que tu vois un psychiatre de façon à ce qu'on puisse évaluer le retentissement psychologique que tu as par rapport à ce dossier-là. Et ton père, demain, il ira au tribunal. Ça peut être soit il est jugé dans la semaine, soit il sera jugé plus tard, mais a priori c'est ce qui est prévu, avec une interdiction d'entrer en contact avec vous. Et interdiction d'entrer en contact avec votre mère. C'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit d'aller à la maison. Il n'aura plus le droit de venir ici. Il n'aura plus le droit de venir ici non plus. Il n'aura plus le droit de t'approcher. Mais donc il a le droit de venir à Narbonne. Il n'a pas le droit de t'approcher. Il n'aura pas le droit d'être sur Narbonne, il n'aura pas le droit d'être sur la ville où ta mère habite. Nous, le but, c'est de l'éloigner de vous, qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec vous. Si jamais il rentre en contact avec vous, il commet une nouvelle infraction. Et là, c'est directement la casse-prison. Mais si jamais j'ai un doute, quoi, est-ce que je dois appeler directement le 17? Ah oui, il faut appeler. Tu as le droit de faire ta vie, hein, avec qui tu veux. C'est pas à toi d'être terrorisé pour ce qui se passe. C'est lui qui doit avoir peur plus. Oui, monsieur. C'est affligeant, hein. Au téléphone, le procureur en charge de l'affaire. Le magistrat vient de prendre connaissance de la déposition faite par la mère de la jeune femme. Elle a été entendue par les gendarmes chez elle, en Alsace. J'ai eu mon collègue gendarme au téléphone qui me dit que... attendez, je m'éloigne. Parce que j'ai la victime dans mon bureau avec son frère. Voilà. Le collègue gendarme me dit, de toute façon, ça finit en drame, ou chez vous, ou chez nous. Il dit, il est spécialisé dans les violences intrafamiliales, comme ça. Il me dit, je n'ai jamais vu ça. Il dit, la mère a commencé à vider tellement elle a peur. Non, elle est terrorisée, la maman. Hein. En 12 pages d'audition, la femme a dénoncé des violences qu'elle aurait subies le soir, où son mari a découvert l'homosexualité de leur fille. Et ces violences dureraient depuis des années. C'est ça. Cette fois, le mis en cause a jugé préférable d'être assisté d'une avocate commise d'office. On vous reproche d'avoir menacé de mort votre femme et l'avoir frappée. Elle dit que vous la frappez au niveau de la tête, la main de chaque côté de la tête. Elle ajoute qu'elle est tombée au sol, quelques instants après ce choc, qu'elle décrit comme très violent et que vous lui avez crié dessus pendant des heures, que vous répétiez sans cesse que cela ne se faisait pas, que ce n'était pas possible dans votre famille, que votre fille ne pouvait pas être lesbienne. Est-ce que vous avez le souvenir de ça? J'ai pris et je l'ai poussé. Je l'ai poussé avec mes 2 mains. C'est ça. Qu'est-ce que vous reconnaissez également l'avoir menacé de mort, votre compagne, au cours de cette soirée?
Je précise que je le regrette terriblement, terriblement. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Même si demain c'est fini avec ma femme, c'est une très très belle personne, c'est une personne merveilleuse, courageuse, c'est une belle femme, c'est une femme d'intérieur. J'ai rien à lui reprocher, rien du tout. J'ai que des compliments à lui faire, donc je ne dis rien du tout. Vous envoyez à votre fille 2 clichés photographiques et 2 messages en lui disant « Tu devrais voir dans quel état est ta mère et j'espère que tu passes une bonne nuit car la nôtre est un enfer. » Pourquoi vous envoyez à votre fille ces photos en lui faisant croire en fait, que sa mère est effondrée de la découverte de son homosexualité? Ben je vois qu'elle voit qu'on n'est pas bien. Pourquoi en fait vous n'êtes pas bien? Je voulais qu'elle voie qu'on n'est pas bien. Ok. Vous avez autre chose à ajouter? Non. L'homme sera jugé le lendemain en comparution immédiate. Le tribunal le condamnera à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour violence et menace de mort. Il a l'obligation de se soigner et interdiction d'entrer en contact avec son épouse et sa fille.